Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette période bien particulière qu'on est en train de traverser. C'est peu de le dire et je vous donne avec grand plaisir cette intervention, on va dire, par des voix dématérialisées. Mais je vais néanmoins vous parler de choses extrêmement concrètes puisque je vais axer la présentation de la séance du jour sur la thématique de la marche au sens large et de la collecte par une présentation que j'ai intitulée Herbier et collecte, figure de Lexicata. Je vais lister, on va dire, dans cette présentation, les éléments que je glane dans mes recherches et qui me permettent d'arriver à reconstituer, on va dire, un paysage à partir de ces éléments. Donc la recherche que je mène en sciences du paysage se déroule à Tanger, dans la ville de Tanger, dans les espaces interstitiels de la ville et où se déploie en fait un certain nombre d'attitudes jardinières que j'observe, d'attitudes jardinières informelles qui racontent beaucoup de choses sur les traditions vernaculaires et liée au monde rural dans laquelle la ville baigne encore actuellement malgré un développement accru depuis, on va dire, des tressaillements en l'an 2000 avec une vive accélération à partir des années 2010. La ville de Tanger donc, se situe au Maroc, dans le détroit de Gibraltar, tout au nord du Maroc. Elle se situe dans une région qui a été, dans un découpage administratif du dit Cap Nord du Maroc. Donc elle avance la région en proue, on va dire, dans la mer entre la mer Méditerranée à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. Et la ville de Tanger se situe donc dans cette province de Tanger, dite de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, donc Tanger-Tétouan Al-Hoceima, et couvre une partie de la région du Rif, région montagneuse de la chaîne principale de montagnes au nord du Maroc, et de la région des piémonts du Rif qui s'appelle le pays Jbala. Donc effectivement, adossé, on va dire, à des montagnes, et ouverte sur la mer, la ville de Tanger tourne un petit peu le dos malgré elle. Enfin, elle est dans une position géographique qui fait que historiquement, elle a toujours été un petit peu, on va dire, le vestibule du Maroc ou la porte d'entrée. Puisque donc d'un côté il y a d'importantes montagnes qui tombent d'ailleurs de manière abrupte dans la mer et dans le détroit. Et puis sur la façade atlantique, le paysage est constitué de grandes lagunes et d'estuaires, de grands oueds et de grands fleuves, donc de marais de présalés, etc. Et beaucoup de zones qui n'étaient pas, historiquement pas faciles à traverser non plus. Donc la ville de Tanger se situe donc dans le détroit de Gibraltar, donc c'est ça qui lui a valu notamment le développement du nouveau port Tanger-Med, qui a donné la grosse impulsion économique et le gros développement dont je vous parlais, initié à partir du nouveau règne du souverain actuel, donc le règne de Mohamed VI qui a commencé en l'an 2000. Et en 2013, la plateforme portuaire a ouvert ses portes, accueillant ainsi les bateaux, on va dire, de manière beaucoup plus commode dans leur traversée du détroit, donc les porte-conteneurs et les supertankers et les gros bateaux pourvoyeurs de marchandises qui auparavant s'arrêtaient dans la baie d'Algeciras, où un gros port avait été construit dans les années 70 par Franco, à l'époque de Franco. Et le port Tanger-Med vient littéralement concurrencer, on va dire, son voisin européen.
et est devenu, entre 2013 et actuellement, c'est-à-dire 2020, le premier port transborder d'Afrique, puisqu'il est extrêmement commode d'accès et ses infrastructures sont modernes et extrêmement performantes. C'est construit grâce à l'ouverture de ce nouveau port, une usine Renault aussi, dans l'arrière-pays, proche du port Tanger-Med, qui envoie un nombre important de véhicules vers l'Europe et vers l'Afrique. Donc voilà, c'est devenu, on va dire, une ville avec un développement industriel prononcé ces 20 dernières années, qui a engendré un développement urbain conséquent et un exode rural massif. Donc cette région nord dont je vous parlais tout à l'heure, donc de Tanger, Tétouan, Al Hoceima, est la région de mon étude, plus précisément les deux provinces au nord de la région. Donc on peut voir que la ville de Tanger se situe donc à l'ouest, plutôt côté Atlantique, mais quand même un peu sur la Méditerranée, et que elle jouxte à la fois ce qu'on appelle le Pays Bella. Donc le Pays Bella, c'est la zone de répartition où habite le territoire où habitent les Jbala, qui sont donc un groupe humain, qui sont berbères et qui sont arabophones. Donc c'est des berbères qui ne parlent pas la langue amazigh, contrairement à leurs voisins rifins qui parlent l'amazigh rifin, et à leurs voisins du Moyen Atlas qui parlent l'amazigh du Moyen Atlas. Voilà, il y a plusieurs langues, on va dire, amazigh au Maroc, mais le Pays Jbala a la particularité, bien que sa population soit berbère, de ne pas avoir un parler berbère, mais un parler arabe montagnard particulier, avec des mots particuliers, des expressions, etc. Une culture aussi très reconnaissable et particulière, mais arabophone. Et plus au sud du Pays Jbala, on est sur des zones de plaine où le parler est arabe plus classique, il dit arabe des plaines. La région de Tanger est précisément à la jonction entre ces deux cultures, arabe des plaines et culture jbala. Et c'est un creuset en fait où se développe, c'est en quelque sorte la capitale du Pays Jbala. Donc Tanger Métropole, Tanger Métropole, donc baptisée Tanja Cobra, s'étale sur deux divisions administratives. La première, qu'elle concerne plus directement, c'est la préfecture de Tanger-Azila, sur laquelle il y a une plus grosse partie de la ville de Tanger, et une autre partie tout aussi importante, mais moins grosse en taille, sur la province rurale de Fars Anjala. Donc mon périmètre d'études, c'est réellement celui de Tanger Métropole, mais j'ai sillonné en fait tout le territoire pour pouvoir comprendre un petit peu où est-ce que je me situais et quel était le paysage en question. Donc pour sillonner le territoire, j'ai utilisé, on va dire, trois modes de déplacement principaux. Le premier concerne donc particulièrement ce séminaire, notamment dans la partie qui est développée actuellement. Voilà, dans la partie 2 du séminaire, donc sur la marche. Donc le premier véhicule, on va dire, que j'emploie pour arpenter le terrain, c'est la marche. La marche, le contact direct, la flânerie, la marche avec un but précis, la marche sans but précis, les balades urbaines, les balades plus forestières, montagnardes, etc. Qui me permettent à la fois de me laisser perdre dans le paysage et à la fois de prendre conscience d'un certain nombre
de choses parfois extrêmement petites comme la végétation, les plantes, etc. qu'on peut bien observer avec cette échelle de perception du territoire. Pour arriver à aller marcher là où je veux, je parcours aussi, on va dire, de façon systématique le territoire donc, de la métropole qui s'étale sur une grande surface puisqu'il s'agit de plusieurs dizaines d'hectares, même centaines d'hectares. Et donc pour ce faire et pour pouvoir embrasser la ville dans son entier, j'utilise la voiture et la rôde en voiture. Donc je pars voir le bout de la ville, j'essaye de prendre des chemins, d'aller au bout des chemins, au bout des chemins de prendre les petites routes, enfin voilà, j'essaye d'aller au bout. Et puis une fois que je suis arrivée, je me gare et ensuite je continue à pied. La voiture me permet aussi de prendre le pouls de la ville, de comprendre un peu comment les Tangérois vivent, le rythme des journées, le rythme... Voilà, donc la marche, c'est quelque chose de très important à Tanger aussi. J'ai appris à marcher à Tanger et la voiture aussi. Donc voilà, le troisième niveau dont je profite pour pouvoir observer ce territoire, puisque chaque, on va dire, situation, entre guillemets, est bonne à prendre, c'est la vue d'avion. Donc là, je profite des vols réguliers, des atterrissages et des décollages des vols réguliers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent lors des atterrissages que les paysages m'ont été donnés à voir de façon plus nette. Donc voilà, donc l'arrivée sur le détroit de Gibraltar en avion, on baisse d'altitude, on va bientôt atterrir, permet, en fonction des vents, etc., de passer par un côté ou l'autre de la ville, et du coup ça permet de comprendre aussi énormément de choses qui ne sont pas perceptibles forcément, ou en tout cas dont la perception est complétée par la vue d'avion. Donc ces trois, on va dire, techniques d'arpentage me permettent de ramasser dans mon escarcelle, de pister, de partir à la chasse de tout un nombre important de détails, de fragments, de morceaux de paysage qui vont me permettre, à coller les uns aux autres, de dresser un constat plus général sur le Tangérois. Donc l'objet de la présentation que je vais vous faire, c'est justement le détail de ces techniques de glanage qui passent par, premièrement, le terrain, le contact direct au terrain, on va dire les mains dans la glaise. Le deuxième point que j'aborderai, c'est ce que j'appelle le terrain bis. Donc là, c'est plutôt, on va dire, une plongée dans les données et les résultats d'autres disciplines qui me servent à nourrir mon propos, à confirmer des intuitions. Et le troisième type de terrain, c'est ce qui se situe justement au croisement des deux premiers et qui permet de faire naître on va dire un troisième niveau de modélisation plus personnel et qui découle directement de mes recherches. Donc le premier niveau, c'est le terrain. Alors le terrain, comme je vous le disais, à Tanger, il est argileux et il pleut souvent puisqu'on se situe à un endroit où la météo est quand même la plus humide de tout le Maroc. En faisant ce terrain, je vais pouvoir glaner énormément de choses qui vont me permettre de dresser en fait un portrait du site, du territoire sur lequel j'établis mes recherches. Donc ce terrain, il est exploré, on va dire, et compilé à la fois par le carnet de chemin, la collecte par documentation photographique, l'herbier et les diverses collectes. Il faut savoir que mon travail est largement nourri de botanique et d'ethnobotanique. Et donc pour moi, le fait de collecter des fragments d'un territoire, d'un site, même si ce ne sont pas des fragments botaniques, ça rentre en fait dans cette grande catégorie que j'appelle lexicata.
d'où le titre de ma présentation. Le mot exicata, c'est un mot qui vient du latin exico, qui veut dire sécher, et c'est donc une partie d'herbier euh, comme une compilation. Et ce que je me propose de faire à travers ces glanages, on va dire, de différents ordres, c'est de constituer une forme d'exicata, comme un peu un atlas, une sorte de compilation d'éléments hétérogènes. Donc le carnet de chemin, pour commencer, donc premier outil d'importance, tout simple, mais en même temps nécessaire, puisque le contact qu'on va avoir directement avec le paysage va faire naître un certain nombre d'observations, de sensations, de prise de conscience, d'interrogations qui vont nourrir la recherche et qui vont être des éléments constitutifs de l'orientation qui sera déterminée par l'étude après. Donc ce lieu de consignation des premières impressions, je vais vous le détailler. Tout d'abord, il me permet de me familiariser un peu avec le grand paysage. Donc là, par exemple, vous pouvez voir une montagne dessinée rapidement avec les chemins d'accès, une baie. Cette grande montagne, c'est Djebel Moussa, qui est donc le point culminant de la région Jbel et qui culmine enfin, surtout de la région sur laquelle je travaille, du pays Jbel, plutôt côté Tanger, qui culmine à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et qui fait face à la montagne de Gibraltar, qui est donc la presqu'île britannique. La deuxième chose que je vois aussi, qui me semble assez notable, c'est le paysage de Matoral. Donc là, la ligne côtière, les lieux par lesquels je passe, les types de plantes que je rencontre, voilà, avec des dominantes de subérets, donc de populations de chêne-liège, de populations d'eucalyptus, de pinèdes aussi, de cistes, de cistets, etc. Donc le Matoral, c'est, on va dire, la partie buissonnante de la forêt qu'on peut trouver à Tanger. Et c'est une végétation caractéristique avec du pistachier lentisque rase, assez difficile à parcourir, enfin rase ou peu haute, assez difficile à parcourir. Donc je note un peu des impressions sur ce point. Autre chose aussi, l'entrée et la sortie du détroit que vous pouvez voir sur ces deux pages, ces deux doubles pages. Donc l'entrée du détroit à l'ouest, elle est formée par un face-à-face entre le cap Trafalgar et le cap Spartel. À partir de ce moment-là, on est dans l'océan Atlantique. Et en deçà de cette ligne, on est dans la mer Méditerranée et dans le détroit de Gibraltar. Donc je remarque l'importance de la mer, des plages, des dunes, de tout ce qui concerne un peu le domaine, on va dire, marin, la migration aussi des poissons, des thons, la madrague qui est très importante à Tanger et puis côté espagnol également. Et puis je remarque aussi côté est, pardon, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir le face-à-face entre la montagne de Djebel Moussa et de Gibraltar. Voilà, je glane des ailes de papillon que je trouve tombées par terre. Je remarque un certain type de plante qui ressemble un petit peu à un lys, mais avec beaucoup plus d'inflorescence sur les côtés. Donc il s'est avéré, après mes recherches, que c'était une plante caractéristique aussi qui s'appelle l'urginée maritime. Des petits détails comme l'île de Calypso, voilà, qui font écho à la fois à des événements, on va dire, mythologiques qui se seraient passés dans la zone, puisque Calypso aurait accueilli Hercule sur cette île, alors qu'il tentait de s'échapper des sirènes. Et à la fois, elle est rebaptisée l'île de Persil, et c'est une île qui est revendiquée par les Espagnols et les Marocains. Donc c'est un bout de caillou, mais qui suscite pas mal d'interrogations et de tensions géopolitiques. Voilà, les faciès, donc qu'est-ce que je vois depuis la côte espagnole, la baie de Tanger, Xarçrir, Tanger-Med, Dahlia, à quoi ça ressemble en fait vu d'en face. Et puis finalement, comment est-ce que tout ce territoire s'organise, voilà, comment est-ce que je le perçois et est-ce que je le dessine à gros traits. La deuxième chose qui me saute aux yeux dans mon arpentage, c'est les logiques d'urbanisation.
Donc tout autour de Tanger-Med, il y a une foultitude de nouvelles infrastructures qui émergent du fait de la construction du port, comme je vous disais, donc en haute mer, donc avec comment dire, des môles, etc., des bassins qui sont construits en polder sur la mer et qui nécessitent enfin, voilà, l'achalandage d'énormément de matériaux de construction, donc des carrières qui sont creusées par derrière à proximité, des routes qui sont élargies, des voies de chemin de fer, notamment du TGV, qui sont créées, une autoroute également. Voilà, donc le port lui-même, qui est donc très, enfin, comment dire, très massif et en même temps assez localisé. Il est grand, mais il n'est pas non plus immense. Et il s'adosse à la montagne. Et la montagne sur laquelle il s'adosse est recouverte de pierres blanches alignées qui forment une écriture. Et de loin, on peut lire ce message depuis la mer. Allah al-Watan al-Malik, ça veut dire la montagne, ça veut dire, pardon, Dieu, l'État, le roi. Voilà, donc c'est un petit peu la devise de l'État marocain et c'est annoncé comme ça en lettres énormes, donc ça me marque. J'observe également côté espagnol l'urbanisation, mais plutôt latine cette fois, puisque les Romains sont venus il y a très longtemps dans la zone et ont construit voilà, des villes importantes et avaient mis en place un commerce important, notamment de produits dérivés de la mer à base de poissons, de sauces de poissons, etc. Donc la ville de Bologna en Espagne, qui est une ruine romaine, un site archéologique, est complètement directement tournée vers le Cap Spartel. Donc du coup, il y a des logiques qui se créent de grands paysages et d'aller-retour entre les deux côtés du détroit. Je remarque aussi des formations géologiques, comme les flysch, sur lesquelles je reviendrai. Et puis, toujours pour continuer et terminer sur l'urbanisation, je me fais un croquis rapide de ce que je comprends de Tanger. Donc avec sa Casbah ancienne, la Médina et puis la ville internationale construite dans les années 30. Ensuite, la nouvelle ville, on va dire, qui émerge à partir des années 80-90. Et puis l'extension urbaine qu'on connaît aujourd'hui avec le casino, avec la nouvelle salle culturelle pour accueillir des spectacles et des concerts, etc., près de l'Oued Mrora, ou bien des importants lotissements à destination de résidences secondaires assez onéreux dans cette partie-là de la ville. Sachant que la partie sud de la ville que j'ai pas représentée sur cette petite carte, c'est la partie la plus populaire. Voilà, dans mon carnet, je remarque aussi qu'on est sur un couloir de migration, donc migration des poissons dont je vous parlais tout à l'heure avec les thons, les orques, les baleines, les rorquals, etc. Également la cigogne blanche, hein, l'emblème de l'oiseau migrateur de l'Alsace, des confins de l'Alsace jusqu'à l'Afrique. Et donc elle passe par Tanger, où elle niche sur les minarets des mosquées et elle s'installe de plus en plus à l'année là-bas. Elle passe donc par ces endroits-là et c'est notable puisque ça constitue des très grands nids et des importants oiseaux. Enfin, ils sont de grande taille, ils se remarquent dans l'univers urbain. Les oiseaux passent aussi par cet endroit parce que, comme je vous disais, le sud de la région est quand même très lagunaire et il y a énormément de réserves de nourriture pour ces oiseaux. Je remarque aussi donc tout ce qui concerne le domaine plus marin, la pêche, la faune marine, donc les fonds extrêmement limpides, en même temps extrêmement riches en algues, de différentes couleurs, en anémones, en oursins, voilà, qui vont dans le sens voilà, d'une très grosse richesse, on va dire, sous-marine. Je remarque également, lorsque je prends le bateau, que je suis accompagnée par un cortège de dauphins. Donc voilà, vision complètement cinématographique et impromptue, mais dans le sillage du bateau, voilà, le grand dauphin fait son apparition. J'observe également un poisson vu du dessus, où j'ai l'impression que c'est un poisson qui est en train de... Comment dire, qui peine à nager et qui est blessé, ou je comprends pas très bien ce que c'est. Et puis en observant mieux, je m'aperçois que c'est un type de poisson très particulier,
un poisson pélagique qui s'appelle alors en dialecte tangérois on dit berlel de Bhar, mais ça veut dire le mulet de mer. En gros, il s'agit du poisson lune. Donc voilà, donc je note un peu toutes ces rencontres sur le carnet qui sont quand même assez improbables. Le poisson lune peut quand même mesurer jusqu'à 1,50 m, 1,70 m d'envergure. Voilà, la pêche au thon, donc extrêmement fortement incarnée au large du Cap Spartel par les bateaux qui installent la madrague à date anniversaire. Et puis par la ville de Barbate en Espagne qui a été vraiment désignée et organisée comme telle et construite, enfin on va dire amplifiée dans cette dynamique de l'industrialisation de la conserverie de poissons par Franco. Où on voit des cimetières d'encre, de nombreux coquillages. Donc là, vous voyez l'organisation, un peu de la ville, le paysage, etc. Voilà, je remarque aussi assez rapidement, toujours lors de ce premier arpentage, les techniques agraires, donc des layons de culture à distance régulière, qui font à peu près 3 mètres de large sur 10 mètres de long, séparés par des merlons, pour drainer en fait les eaux importantes qui ruissellent par là pendant l'hiver parce que la région tangéroise est très humide. Je remarque que toutes ces petites fermes qui s'étendent dans le paysage, c'est vraiment des microstructures d'agriculture familiale et qui pratiquent une paysannerie vernaculaire et de polyculture. Donc voilà, je note un peu que je croise des poules, des moutons, des chèvres, des vaches en mélange, voilà, que tout ça est assez ouvert et beaucoup centralisé le long des oueds, comme dans le cas de la situation de Oued-Alien. Et puis je remarque aussi côté espagnol et côté marocain qu'on nomme le vent. Donc à Tanger, il y a un vent qui est très connu qui s'appelle le charri, et donc ça vient du mot char qui veut dire l'est. Ça veut dire le vent d'Est, et c'est un vent un peu comme le Mistral à Marseille, voilà, qui est entêtant et qui scande et qui donne une vraie perception en fait du paysage, enfin qui joue en tout cas sur la perception du paysage. Et ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai observé la même chose du côté espagnol, où les Espagnols ont aussi la manière de nommer les vents et des habitudes liées à la levée du vent, à quand il baisse, voilà, des sortes de repères dans le paysage. Voilà, donc concernant le carnet, vous avez pu voir que ça brasse, on va dire, de façon assez générale des divers sujets qui émergent comme ça et qui vont être les fils rouges de ma recherche pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que ce paysage se façonne, se fabrique, quels sont ses topoi, on dirait, en littérature, ou quels sont ses éléments structurants, qu'est-ce qui va en fait revenir de manière récurrente dans mes observations. Donc la deuxième collecte dont je voulais vous parler, c'est la collecte par documentation photographique. Donc il s'agit de prise de vue que je réalise. Donc j'ai une pratique photographique depuis extrêmement longtemps, et c'est un outil que j'utilise volontiers, à la fois pour des besoins, on va dire, de recherche de terrain que je vais vous expliciter, et à la fois pour des projets de création artistique. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais en tout cas ce que je cherche à vous expliciter, c'est que pour moi l'appareil photographique, dans le sens où il capte la lumière et un instant T à un endroit donné, il est une sorte d'instrument de captation de fragments de la réalité, et finalement la photographie tirée, le tirage, est une sorte de fragment, de la même manière qu'une herbe mise entre deux feuilles va être caractéristique de l'instant T où elle a été herborisée. Et ben pour moi, la photographie rentre dans cette famille de collectes et de fragments extraits du site. Donc là, j'ai comment dire, opéré différents types de collectes avec des séries qui se sont imposées d'elles-mêmes. Donc je vais vous lister ces séries et vous commenter les images collectées.
Donc la première chose que j'ai observée, c'était ce que j'appelle le socle du paysage, ou bien la strate géologique, ou ce qu'on pourrait dire le paysage structurant. Donc comme on est dans un pays montagnard, je me répète un peu, mais euh, la, la roche et les formations montagneuses sont importantes et sont des repères qui permettent d'observer le paysage, de comprendre un petit peu où on est. Enfin voilà, et il y a un certain nombre de choses que j'ai pu observer, comme par exemple, donc là, sur la première série que je suis en train de vous désigner, donc en L sur le début de la page, c'est de la roche calcaire. Donc tout au fond là-bas, vous pouvez voir la montagne de Djebel Moussa dont je vous parlais. Là, on est côté espagnol, donc on dirait effectivement un lac. Hein, le détroit, il a l'air d'être fermé comme ça, vu sous cet angle-là. La montagne de Djebel Moussa est la montagne qui se situe ici. Et celle qui lui fait face, c'est la montagne de Gibraltar. Et vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer, mais elles sont constituées d'une roche calcaire, ce qui n'est pas le cas du reste de la région de Tanger. Et donc, ces deux, on va dire, protubérances, enfin ces deux volumes qui se font face de part et d'autre du détroit, ont été nommés les colonnes d'Hercule. Et ça n'est à mon avis pas un hasard, puisqu'il y a une forte identité géologique qui apparaît dans la continuité de roches de ces deux montagnes. Voilà. L'autre type de roche qu'on va trouver à Tanger, c'est ce qui s'appelle des flysch. Tanger et sa région. Donc c'est des sortes de, on va dire, de couches alternées de marne, d'argile et de grès. Donc de grès. Et donc ces formations en s'érodant, elles font des lignes comme ça dans le paysage, donc ça se voit de manière assez claire. Et ça s'érode en pans comme ça, en tranches. Le grès qui constitue les rochers en alternance avec les marnes et les argiles, donc du flysch dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des grès numidiens. Et ces grès numidiens ont la particularité, comme tous les autres grès d'ailleurs, mais de s'éroder d'une façon particulière. Et ce sont des palets au sable. Et en fait, avec l'érosion éolienne, ils redeviennent du sable. Donc la région que j'étudie est riche en plages, en criques, en dunes, parce qu'il y a donc beaucoup de vent, comme je vous disais, et ce brassage éolien et l'érosion de la roche qui devient du sable, donc ce grès, favorise l'apparition de grands bancs de sable et de grandes zones ensablées. Donc là, vous pouvez voir la dune de Bologna. Là, la dune de Bologna, mais vue de l'intérieur. Ici, vous pouvez voir le phare du Cap Trafalgar au loin. La plage de Valdevaqueiros. Donc là, tout ça, c'est côté espagnol, où les dunes ont été beaucoup mieux préservées. Côté marocain, on se retrouve face à une grande occurrence de toponymes qui font référence au sable, à plein d'endroits de la ville et plein de lieux-dits, etc. Mais par contre, le sable a subi d'énormes pertes, parce que comme la ville s'est beaucoup construite, il a servi de matériau de construction. Donc il y a de moins en moins de sable et de dunes côté marocain. Ce que je remarque et ce que je collecte avec mon appareil photographique, c'est aussi les pratiques humaines, donc la paysannerie locale. Comme je vous disais, on se rend compte que c'est des micro-parcelles, des micro-structures agricoles, avec des techniques de creusement de puits anciennes en empierrement, des systèmes de mise en défend d'arbres avec des plantes épineuses, donc en l'occurrence c'est du genêt scorpiurus, qui est extrêmement armé, la fabrication pour que les jeunes plants soient protégés de la dent du bétail, des formations de murs en canis qui sont des haies brise-vent pour casser les fameux vents dont je vous parlais qui sont très importants. Pour contenir le bétail, on utilise des haies piquantes, comme des haies de figues de Barbarie qui surmontent en général des soubassements de murets en pierre sèche. Voilà, donc ces micro-fermes, là vous pouvez en voir une, elle se déploie comme ça en chapelet dans la zone agricole, on va dire, autour de Tanger. Et elles sont une constante vraiment dans le Tangérois.
On trouve aussi souvent la présence d'animaux pour transporter les charges des paysans, donc l'âne, la mule, le mulet. Les fameux merlons et terrasses de culture dont je vous parlais, parcelles de culture, pardon, avec des systèmes de drainage. Donc voilà, donc la paysannerie locale s'exprime à travers cette collecte photographique. En termes de pratiques humaines aussi, je remarque la circulation importante des marchandises de ces fameux paysans jbala. Donc là, vous pouvez voir deux paysannes jbala en train de désherber un champ de persil, en l'occurrence. Là, vous pouvez voir une paysanne jbala au grand souk, au Soko de Tanger, qui vend des fromages qu'elle a fabriqués elle-même. Donc le jben arbi, qui est un fromage traditionnel du pays jbala, fromage frais de vache, et qui est le seul fromage d'ailleurs fabriqué au Maroc de façon traditionnelle. Donc les paysannes assurent en fait la transition des produits, la circulation des produits de l'arrière-pays vers l'intérieur de la ville. Et ça passe par la chalandise en toutes sortes de choses, à la fois des plantes sauvages, des plantes cultivées, des oignons, des fruits, des choses de saison, etc. qu'elles cultivent chez elles sur des petites parcelles. Et à la fois, ça passe par de la vente aussi sur le bord des routes et sur le bord des chemins. Donc en termes de pratiques humaines, on observe aussi l'omniprésence à Tanger de l'autoconstruction. Alors voilà, des nouveaux quartiers se construisent extrêmement vite. La ville est passée à gros traits, 500 000 habitants, on va dire, en l'an 2000 à 1,5 million aujourd'hui quasiment, voire même peut-être plus. Donc des quartiers informels se construisent extrêmement rapidement, on édifie des murs en briques, on se construit avec un système de venelles et d'architecture vernaculaire traditionnelle, ou bien des immeubles plus modernes, on va dire, voilà, plus énigmatiques. Donc là, vous pouvez voir aussi de quelle manière cette architecture informelle s'étale sur les champs, sur les zones agricoles, de façon fractale, et à quel point la ville a pu devenir immense. Une autre pratique humaine que j'ai observée, c'est celle de la position caractéristique du Tangérois, décrite par un poète français qui s'appelle Emmanuel Ocar, qui parle de Gobeur et qui dit que les Tangérois sont souvent assis face à la mer et qui regardent immobiles le vent, l'eau, l'air face à eux. Et donc c'est vrai que dans une forme de contemplation active, et c'est vrai que cette posture peut s'observer de façon extrêmement récurrente, et les gens regardent le détroit non pas par néologisme de sens comme on pourrait l'imaginer, par envie d'aller dans l'Eldorado européen, mais pour regarder aussi le paysage qui se déploie devant leurs yeux du détroit, qui est assez spectaculaire. Donc en termes de pratiques humaines, j'ai aussi pu observer la politique des grands chantiers pour un Maroc en mouvement, donc qui a été initié, on va dire, en 2000, dès 2000, mais qui a commencé vraiment à se faire sentir en 2008. Donc on a recréé des canalisations plus grandes pour les oueds, donc là c'est l'oued Lihoud, par exemple, donc qui donne lieu à tout un tas d'excavation, de travaux de nivellement. Là, c'est la construction de la corniche de Mercala, voilà, c'est des grands ouvrages qui ont été menés par l'État pour viabiliser en fait une partie de la ville de Tanger qui était absolument pas viabilisée et qui était comment dire, voilà, qui avait besoin de ces grands travaux. De grands projets immobiliers aussi sont construits par des bailleurs sociaux, comme à Doha par exemple, qui construisent des logements sociaux ou des logements de moyen standing, clés en main, sous forme de grosses opérations immobilières de très grande envergure. Tout ce qui concerne aussi les routes, comme là vous pouvez voir la rocade des Deux Mers, qui passe pour le moment au milieu de la campagne, mais qui un jour va se retrouver en boulevard urbain. Voilà, et puis les travaux d'empierrement de la corniche avant
le nivellement avec le sable, etc. Et ces grands travaux sont aussi passés par la démolition d'énormément de bâtiments qui avaient été construits de façon informelle et dont les propriétaires n'avaient pas de titre foncier. Et donc la ville de Tanger ayant été quand même livrée à elle-même pendant plusieurs décennies, il y avait beaucoup de bâtiments informels qui s'étaient construits, des petits cafés, des baraques, des quartiers de balnéaires, des... Enfin voilà, tout plein de petits commerces, etc., qui s'étaient édifiés et puis, on va dire, sédimentés, cimentés au fur et à mesure des années qui passaient, se sont vus démolis. Et donc voilà, donc il y avait tout un pan de la ville qui était démoli pendant que tout un pan de la ville était en travaux de fond. Ce que j'observe aussi, c'est le jardinage informel. Donc je rencontre des grilles d'arbres qui sont particulièrement traitées. On fait des systèmes de protection pour des jeunes arbres, des jeunes orangers souvent qu'on a mis là. Je remarque aussi des volets et des sortes de barrières comme ça, complètement baroques, qui sont construites dans les interstices des quartiers populaires de la ville. Plus, on va dire, dans la banlieue, même si le terme est un peu équivoque pour Tanger. Ces formes jardinées, ce sont celles sur lesquelles je me suis arrêtée pour mon travail de recherche de doctorat. Donc voilà, je vous les montre là rapidement, mais on va dire que cette première série photographique de petits pots aussi dans la rue, etc., a témoigné d'une attitude jardinière et d'une culture jardinière forte qui m'a semblé être un filon totalement innovant pour pouvoir explorer la ville de Tanger et le rapport des Tangérois au paysage. En termes de pratique humaine, on a aussi la présence très forte de pâtures urbaines dans la ville, donc avec des troupeaux bigarrés, mélange chèvres-moutons, ou en général. Parfois même on voit des vaches. Les moutons vont partout, même dans les décombres des creusements des nouveaux oueds ou dans les viabilisations dont je vous parlais, etc. Ça crée des montagnes et tout, mais ils y vont, ils sont dans la falaise, ils sont un peu partout. Enfin voilà, tout le paysage est pâturé, y compris dans les zones vraiment urbaines, et on fait pâturer les animaux jusqu'au bord de l'eau. Là, vous pouvez voir un mouton qui pâture vraiment dans les rochers à côté d'un troupeau de mouettes, si je puis dire. Et voilà, on voit aussi beaucoup de petites chèvres qui pâturent et aussi des palmiers. Donc voilà, omniprésence du bétail. L'autre pratique humaine vraiment structurante et très importante dans le quotidien des Tangérois, à la fois professionnellement, à une grande échelle et à la fois à une petite échelle personnelle et familiale, c'est la pêche. Donc là, on peut voir le détail d'une préparation à base de semoule, d'huile de poisson, etc., qui sont dans les sachets, d'une pâte qui va servir d'appât pour aller pêcher, donc qui s'appelle pasta, qui est faite à partir de sardines écrasées, d'huile de poisson, de sable, donc, dont je vous parlais, de cette roche érodée en sable. Et puis on fabrique une boulette avec un liant comme de la semoule ou du pain rassis qu'on a préalablement mouillé. Et ensuite ça fait une pâte assez consistante et élastique. Et puis on peut jeter des petits morceaux et c'est une amorce pour pêcher et qui est très concluante. Voilà, donc partie de pêche, petite barque de pêcheurs pour une pêche, on va dire, une pêche traditionnelle vernaculaire dans le petit port de Dahlia. On peut voir également la pêche, enfin voilà, l'importance de la pêche au chalut, avec ces grands filets, là c'est dans le port de pêche de Tanger. Les sorties de pêche le week-end où les gens vont se baigner, etc., partout sur les rochers. Voilà, qui dénote de la grande culture qu'on a du poisson et de la mer dans cette ville. Tanger est aussi une ville de marcheurs, donc on trouve tout un ensemble de petits chemins, de sentiers. Donc là, on peut voir des petites briques qui sont mises à flanc de falaise, accrochées avec du mortier
pour pouvoir marcher et avoir le pas sûr. Là, on peut voir une veine aussi dans la roche pour pouvoir marcher et passer à des endroits où on n'aurait même pas imaginé pouvoir marcher. Là, vous pouvez deviner sur cette photo, même si c'est en tout petit, euh, la- le, le trajet d'un escalier qui est creusé à même le flanc de la falaise. Donc un escalier conséquent pour grimper toute cette falaise. On observe aussi à Tanger un rite qui est très ancré, qui s'appelle le Passéo. C'est l'heure de la fin de journée où tout le monde soit est rentré chez lui et ressort pour se promener, ou alors se promène en rentrant du travail. Donc souvent, les Tangérois prennent possession de l'espace public. Là, on peut voir un groupe de, euh, de messieurs assis au bord d'un rond-point sur un petit square, voilà, par terre, sur l'herbe, en train de profiter. Euh, on profite aussi de se promener parce qu'on a ces éphémérides, là, comme je vous disais, qui sont complètement changeantes et tout. Donc voilà, un paysage qui change en permanence avec double arc-en-ciel, de la pluie, puis du beau temps, etc. Là, vous pouvez voir aussi je trouvais que ça rentrait dans cette même thématique de la marche et des attitudes informelles et libres, avec des peintures de fresques murales où on se sert du bombé d'un rocher qui sort pour dessiner la proue d'un bateau. Ça, c'est des marches dans la falaise dont je vous parlais sur cette photo-ci. Voilà, on est au contact des animaux, et puis on marche, on traverse des routes qui ne sont pas encore viabilisées pour aller d'un quartier à l'autre. Une autre série qui m'a frappée, c'est l'occurrence de vente de numéros de téléphone de vente de parcelles sur les terrains à bâtir. Donc dans cette urgence immobilière que connaît la ville, un certain nombre de terrains passent de non viabilisables à constructibles. Et donc vous trouvez comme ça un ensemble de numéros de téléphone pour pouvoir vous procurer les coordonnées d'un vendeur de terrain. Alors si on laisse de côté les pratiques humaines, maintenant la photographie m'a aussi servi à opérer ce que j'appelle la reconnaissance botanique. Donc c'est on va dire l'approche générale des grandes structures botaniques qu'on peut croiser dans le paysage. Donc là, vous avez des détails, par exemple, de plantes de végétation caractéristiques du cordon dunaire, dont je vous parlais qu'il y avait beaucoup de sable et de dunes, etc. Bah, on a une végétation associée, beaucoup de décombres et de démolitions et de reconstruction, etc. Donc on a toute une végétation associée aussi à ces décombres, comme le chardon-marie, le ricin, le tabac sauvage, la vipérine, etc. Le matoral que je vous évoquais tout à l'heure, donc ces forêts à la fois type maquis et puis plus boisées euh, avec des eucalyptus, des chênes-lièges, des cistes, des arômes, l'arbre de Ngayo, ça c'est le cisne ladanifère qui donne le laudanum, donc qui est extrêmement présent dans le Tangérois et dont le miel même fait à Tanger est réputé pour être légèrement sédatif. On va aussi repérer un certain nombre d'espèces variées dans les prairies qui sont broutées, donc, comme je vous disais, par beaucoup d'animaux et qui sont pas traités puisqu'on n'a pas eu de plan d'aménagement agricole, de développement agricole sur le Tangérois. Donc on est vraiment dans cette agriculture traditionnelle qui peut-être traite, on va dire, avec des intrants, mais de façon extrêmement parcimonieuse et pratique surtout des techniques ancestrales. Donc on a une biodiversité prairiale qui est impressionnante. Et dans le cadre de l'urgence immobilière que je vous évoquais, j'ai aussi pris un certain nombre de panneaux de propositions de projets en cours, de résidences, de terrains à vendre, les riades de la baie plus qu'un lieu, un esprit, les villas semi-finies, Cap Tingis, Vivez version Grand Bleu, enfin voilà, un certain nombre on va dire de mots, de slogans publicitaires et de panneaux pour vendre la ville qui advient.
Donc la troisième chose dont je voulais vous parler, qui est vraiment structurante dans ma démarche, c'est l'herbier. Donc l'herbier, c'est-à-dire la compilation le ramassage, la mise en presse, la mise sous presse et la compilation de plantes caractéristiques de mes sorties sur le terrain. Donc pour moi, c'est vraiment des fragments du terrain que je compile. Ça, c'est la presse mobile que je me suis fabriquée à Tanger pour pouvoir en disposer dès que possible, dès le retour à l'atelier, parce qu'il faut manipuler très vite les plantes. Ça requiert beaucoup de méticulosité et de patience, etc. Donc une fois que les plantes ont été récoltées et séchées, on va dire, elles sont mises à sécher et à aérer, etc. Enfin, dans un aller-retour comment dire, de séchage de papier dans du papier journal, qui est le plus commode. Donc là, vous pouvez voir quelques planches en cours de séchage. Et ensuite, une fois que j'ai séché mes taxons, je les, on va dire, manipule dans un second moment. Et ce second moment, c'est la mise en herbier, c'est-à-dire que je vais comment dire, constituer une sorte de tableau de mes récoltes avec le pendant ethnobotanique qui correspond à ces plantes, c'est-à-dire quelles sont leurs utilisations, quel est le rapport entre les humains et ces plantes, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, quel est le nom vernaculaire de ces plantes, le nom local, quelles en sont les utilisations, etc. Donc dans cet aller-retour entre la relation humaine et le vivant, je constitue des planches qui sont elles-mêmes des sortes de fragments ou de morceaux de lexicata, comme je vous disais, avec des étiquettes. Donc là, par exemple, vous pouvez voir la lavatera sur la planche de gauche, la lavatera trimestris, qui est la lavater à grandes fleurs, qui s'appelle Prkoul, ou Prkoul Horrin en arabe. Et c'est une plante qui est extrêmement utilisée, parce qu'elle fait partie des plantes qui sont à la fois pâturées par les animaux, mais en plus de ça, qui sont cuisinées d'une certaine façon en tagine de feuilles qui est préparée à une certaine saison de l'année, plutôt hiver-printemps. Là, vous pouvez voir l'iris tingitane, qui est Iris tingitania, qui est caractéristique, comme son nom l'indique, de la péninsule tingitane, donc de la région de Tanger, et qui a ensuite été croisée avec l'iris germanica pour donner à peu près toutes les iris cultivées qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'iris tingitane est soumise à une grosse pression puisque elle risque de disparaître sous les immeubles qui se construisent sur ces aires de répartition dans le Tangérois. Là, vous pouvez voir la planche du persil avec une femme paysanne paysanne urbaine qui est en train de cueillir du persil dans sa parcelle. Persil qui rentre dans la fabrication de nombreux mets à Tanger, qui est même un indispensable. Vous avez la menthe ici, donc menthe caractéristique du thé à la menthe qu'on boit partout au Maroc. Là, vous avez le palmier nain, Camerops humilis, donc c'est un palmier qui est très présent dans la région, qui est brouté un peu par les chefs, comme je vous disais, et qui bénéficie de nombreuses utilisations. Il est utilisé mangé frais, enfin, pour son cœur de palmier. Il est brouté par les animaux. Il est vendu sur les marchés comme un emballage pour les fromages dont je vous parlais tout à l'heure, le jben harbi. Et il sert également de toile de jute, on va dire, pour protéger les pieds des jeunes arbres. Ça, c'est une autre plante de la famille des mauves qui sert aussi à la préparation de ce tagine de feuilles dont je vous parlais, donc extrêmement présente. Et puis vous pouvez voir qu'en plus de l'étiquette, parfois je rajoute même un sachet s'il y a des graines pour pouvoir conserver les graines avec les taxons. Là, vous pouvez voir le géranium zonal, donc extrêmement présent à Tanger, utilisé comme une plante grimpante qui vit très bien sous ce climat, voilà, qui ne meurt pas l'hiver, etc. Là, vous avez un autre
Une autre plante capitale et caractéristique du Nord Maroc, qui est une endémique de la même manière que l'Éristin gitane, c'est l'artichaut nain, donc Cinara humilis. C'est un tout petit artichaut extrêmement piquant que vous pouvez voir en fleurs là le long du littoral, qui est brouté par les animaux aussi, qui est extrêmement armé et désarmé, épluché, conditionné par les femmes paysannes. Il est vendu sur les marchés et il sert de la même façon que l'artichaut à préparer des plats avec de la viande, etc., comme légumes sauvages. Donc la quatrième collecte principale, la quatrième et dernière collecte que je voulais évoquer avec vous dans cette partie, sur les collectes de terrain, c'est des collectes diverses. Alors je les ai rangées sous ce vocable parce que vous allez voir qu'elles sont singulièrement hétérogènes et que c'est un peu le hasard qui fait que la collecte s'impose un peu d'elle-même. Donc j'ai trouvé en une fin d'été des ailes d'un papillon migrateur qui s'appelle Danaus plexippus, le grand monarque, qui est le même qui fait la migration du Canada vers le Mexique. Il se trouve que par les vents, il a été dévié vers les Canaries et il a un cousin canarien qui s'appelle le monarque des Canaries et qui fait lui aussi une migration au Maroc, enfin notamment au-dessus du Maroc, sur le chemin des Canaries à l'Europe. Donc voilà, et à un moment donné, il meurt en route et il perd ses ailes. Donc je me suis retrouvée face à beaucoup d'ailes, donc j'en ai ramassé un certain nombre. Je vous parlais de la magnificence des couleurs des algues et des textures, etc. dans l'eau. Donc ça a donné lieu, cette rencontre, à un alguier sans détermination, mais qui était vraiment plus là pour témoigner de cette variété, de ces coloris qui vont du rose au vert pâle, au noir, en passant par les pourpres, etc. et qui donnent cette teinte outre-mer au littoral tangérois, des varechs, etc. En plus de l'alguier, j'ai collecté aussi un certain nombre de coquillages. Donc je vous disais, la mer est très présente, hein, donc là on peut voir un coquillage qui est de la famille des murex. En tout cas c'est un gastéropode qui servait à l'époque de la Rome antique à fabriquer une teinte pourpre pour les vêtements. Donc ça a été un des gros vecteurs de développement commercial à l'époque romaine dans la région du détroit de Gibraltar. On peut voir aussi des berniques, des araignées de mer, des micachistes, des opercules d'un autre coquillage, aussi caractéristique de la région de Tanger, qui a des opercules en fait qui forment comme des oreilles, qui sont appelées localement des oreilles de Vénus, mais qui peuvent aussi être appelées, par exemple dans le sud de la France, en Corse, on en trouve des yeux de Sainte-Lucie. Voilà, donc ça, caractéristique. Des petits escargots aussi qu'on mange, les escargots terrestres qu'on mange à Tanger, où on mange beaucoup d'escargots, mais préparés d'une manière complètement différente de la manière dont les Bourguignons les préparent en France, par exemple. Voilà, j'ai trouvé aussi dans les barrières des jardins sur lesquels je travaille énormément de matériaux qui font appel à ce monde et à ce domaine de référence de la pêche. Donc ce filet de pêche est omniprésent, à la fois pour protéger les jardins et enrouler les haies, et à la fois pour pêcher les poissons. Donc il me semblait important qu'il ait sa place dans cet Exicata. J'ai aussi réalisé un pierrier, donc à partir de grès, comme je vous évoquais, le grès, la roche qui se désagrège en sable, de phtanite, d'argile. Donc voilà, ça c'est des roches qui sont caractéristiques de la zone également. J'ai réalisé un pierrier urbain aussi, parce qu'un jour je me promenais sur une plage à peu près similaire à celle-ci, qui en fait se trouve derrière ce gros immeuble en construction.
Et sur la plage, le sable était jonché de tessons de briques, de tessons de verre, de tessons de porcelaine, de tessons de carrelage, etc., de mortier. Et je me suis rendu compte que finalement la mer était tellement soumise à... Enfin, la ville était tellement soumise à la construction que même la mer recrachait du matériau de construction. Donc ça m'a semblé important également de faire figurer ces matériaux de construction sculptés on va dire, par les vagues et les marées pour finalement devenir le nouveau sable, pour remplacer le sable qui a été pris pour faire les constructions. Il y a une autre collecte à laquelle aussi je ne m'attendais pas forcément et qui a surgi dans mon éventail, on va dire, polyvoque de cueillettes. C'est les cueillettes offertes par les personnes que j'ai rencontrées. Donc en me promenant par exemple avec cette famille, la dame, Madame Hamout et ses frères m'ont emmené visiter le paysage, justement le maquis, le matoral à proximité de chez eux. Ils habitent dans une des maisons qui est là. C'est une famille de paysans. Et à côté d'eux, donc un voisin a profité de l'humidité du vallon et de la situation pour faire de la culture de fleurs locales, donc fleurs coupées pour le marché. Et on visitait donc cet endroit et la campagne alentour. Et Madame Hamout a commencé à ramasser de la lavande, des lys, des mûres, des coings, du calaman népeta, de la marjolaine. Et je suis repartie en fait d'un certain nombre de mes visites avec mes interlocuteurs, souvent jardiniers ou fermiers, ou en tout cas étant familiers à l'omniprésence du monde végétal dans leur environnement et du monde animal aussi, non humain, avec des cadeaux, des collectes de légumes, des cueillettes de légumes qu'ils produisent pour vendre au marché, ou bien de légumes qu'ils produisent pour eux. Donc là, on a des pastèques, des pommes de pin qu'on m'a offertes parce qu'on m'a dit que ça sentait bon quand on les mettait chez soi, du romarin, de cornes, de dents de sanglier, parce que le matoral est très parcouru par les sangliers. Une partie de la famille était partie à la pêche, les hommes. Lorsqu'ils sont rentrés, ils avaient des poissons. On a parlé donc de la mer, des poissons, de leur partie de pêche. Et je me suis vue repartir avec ces poissons salro et des sortes de petites dorades caractéristiques pêchées à la ligne par les hommes de la famille. Je suis repartie également avec une bouteille de lait, puisque la maman de la famille avait une vache qu'elle traite pour faire du beurre, etc., quand elle a besoin. Et donc là, avant de partir, elle m'a confié dans une bouteille d'eau minérale recyclée à cet effet, 1 litre de lait. J'ai également reçu des œufs de pintade. J'ai également eu une goutte de résine d'un acacia, enfin d'un mimosa qui est très présent à Tanger, qui s'appelle l'acacia dealbata. Une goutte de résine qui, m'a-t-on dit, lorsqu'on me l'a offerte, était très appréciée par les chèvres, qui s'en régalaient comme d'une friandise. Ou bien, lors de visites aussi, j'ai pu me voir offrir ou voir les gens s'échanger, se montrer, se donner, notamment des amandes ou toutes sortes d'autres choses. Donc voilà, pour les collectes issues du terrain, on voit que ça représente un certain nombre de choses véhiculées sous différentes formes, et tout ça, ça constitue une sorte de grand filet, de grande masse à l'intérieur de laquelle on va dire un aéropage d'éléments me permettent de ramener le site avec moi et de pouvoir travailler dessus et mieux le comprendre en loge. La deuxième chose
qui me permet de... Enfin, le deuxième type de terrain que je voulais vous évoquer, c'est ce que j'appelle donc le terrain bis. Donc le premier terrain, le terrain en chair et en os, il est crucial dans mon approche et dans l'approche de la lecture des paysages et de l'étude d'un lieu en particulier. Il faut y aller, il faut passer du temps là-bas, sans quoi on passerait à côté d'énormément de choses qui peuvent paraître anodines et banales, mais qui en fait sont constitutives réellement de l'espace. Et c'est en s'y confrontant de manière répétée, en se voyant confirmer que ces intuitions étaient probablement des pistes à suivre, etc., que le paysage émerge de façon solide et qu'on arrive à comprendre ce qui en constitue les particularités, la localité, la typicité, etc. Sans cette immersion sur le terrain et avec la langue parlée par les gens que vous croisez sur le terrain, il est à mon sens extrêmement difficile d'arriver à mener à bien une étude de paysage. Bon, ceci dit, il existe une deuxième source pour moi de matériaux qui est complémentaire à la première et que j'appelle le terrain bis. Alors il ne s'agit pas d'un deuxième terrain à un autre endroit, etc. Non, il s'agit bel et bien d'un terrain mené plutôt dans les bibliothèques ou au contact de chercheurs d'autres disciplines et qui est constitué par les résultats que ces autres disciplines produisent. Je vais aborder un certain nombre des disciplines qui m'ont nourri pour le terrain bis concernant Tanger. À vrai dire, elles sont toutes, tout est possible de ce côté-là. Donc voilà. Mais il se trouve que les trois pistes principales qui m'ont servi pour Tanger et qui servent aussi globalement pour le paysage, même si pour la lecture du paysage, même si l'aspect historique est très important, même si l'aspect botanique est primordial, écologique, etc. Enfin voilà, il y a tout un nombre de sciences de l'environnement qui sont cruciales et qui se complètent en fonction des lieux et en fonction des nécessités. Mais on va dire, les plus immédiates sont les plus volontiers utilisées ont été pour moi, dans le cadre de Tanger, la géographie, la géologie et la vue satellite. Donc concernant la géographie, effectivement, l'approche à la fois physique, culturelle, la géographie humaine et la grande tradition de la cartographie ont fourni en fait un certain nombre de matériaux dont il est facile, plus ou moins facile, en fonction de la possibilité d'y avoir accès ou pas, à des plans, à des cartes, et ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses qu'on a vues, notées dans son carnet, réalisées en herbier, collectées par la photographie, mais qui vont prendre un autre relief et un autre volume, conforté et confronté à la cartographie. Donc là, vous pouvez voir un plan de Tanger en 1935, qu'on voit la ville vraiment réduite à son plus simple appareil. Je vous parlais de l'ancienne Médina, donc l'ancienne Casbah, pardon, qui est la ville fortifiée probablement qui date de la période romaine, la ville coloniale, et puis après il n'y avait plus rien dans les années 30. Aujourd'hui tout ça c'est entièrement construit. Donc la carte dont on se sert, dont tous les paysagistes qui mènent ce type d'études au grand territoire se servent de façon quasi systématique, c'est la carte d'état-major. Donc là, vous pouvez voir une carte du détroit de Gibraltar, feuille 4-3 à l'échelle 1/25 millième. Donc c'est souvent l'échelle avec laquelle on travaille, qui concerne donc plutôt la région de Ceuta. Là, vous avez une autre feuille qui concerne la région de Xarfrir. Et là, une autre feuille Tanger-Est. Donc en fait, comme ça, sur le territoire se découpent un certain nombre de cartes, comme les cartes de randonnée, qui collées les unes aux autres, permettent d'avoir une représentation plus
plus vaste de la cartographie du paysage. J'ai également eu aussi la possibilité et la chance de rencontrer cette carte. Ça a été toute une histoire, mais bref, qui est une carte de la ville au 1/10 millième. Il faut savoir qu'à Tanger et au Maroc, c'est assez difficile de se procurer des cartes parce que la région de Tanger étant soumise à de forts travaux, un gros développement, on va dire, urbanistique, et puis étant quand même dans une région géostratégique importante, c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à avoir des cartes. Donc là, j'ai pu travailler avec cette carte au 10 millième de la ville, où on voit que la ville ancienne est ici, la ville des années 30 dont je vous parlais est ici, la ville coloniale, et puis on voit là que jusqu'en 2003, la date de 2003, cette carte, on voit que ça s'était quand même déjà bien construit. Aujourd'hui, en 2020, on peut considérer que la ville s'étend à peu près sur toute cette superficie-là. Voilà, la carte est en cours la nouvelle carte est en cours de fabrication. La deuxième discipline qui a été vraiment primordiale pour moi dans cette approche a résulté de la rencontre avec l'équipe d'un géomorphologue qui s'appelle Jean-Pierre Suc, qui travaille au CNRS et qui est spécialisé dans le détroit de Gibraltar et la mer d'Alboran. Alors grâce à la géologie, j'ai découvert beaucoup de choses sur le détroit de Gibraltar. J'ai découvert aussi une mer qui baigne le détroit de Gibraltar que je ne connaissais pas. Et j'ai compris aussi que ces intuitions que j'avais sur la géologie du lieu, les grandes structures dont je vous parlais, comme Gibraltar et son pendant, Djebel Moussa, de roches calcaires érigées comme ça, étaient comme dans un seul et même mouvement. Enfin voilà, il y avait un certain nombre de sensations comme ça que j'avais pu ressentir sur le terrain qui m'ont été confirmées par les géologues. L'équipe de Jean-Pierre Suc a travaillé sur le détroit de Gibraltar, notamment avec un groupe franco-hispano-marocain, à faire des sondages, des carottages, pour pouvoir planifier la construction d'un tunnel sous le détroit de Gibraltar. Donc les travaux sont pour le moment suspendus, mais c'est un projet qui est en cours de montage, voilà. Et des géologues travaillent dessus, évidemment, puisqu'il s'agit de creuser la roche et qu'on est dans des zones sismiques particulières. Donc j'ai rencontré l'équipe de Jean-Pierre Suc et Damien Docouteau, donc, qui faisait sa thèse à cette époque-là, m'a donné un certain nombre de cartes qui ont été vraiment des révélatrice pour moi d'une dimension que j'aurais pas perçue si j'avais pas pu me confronter à ce type de documents. Donc pour moi ils sont vraiment cruciaux et ils sont vraiment comme un nouveau terrain. On va dire, là par exemple sur cette carte, donc c'est le plan tectonique de l'arc de Gibraltar. On peut voir cette toute petite tache bleue que vous voyez là. C'est la montagne de Djebel Moussa dont je vous parlais. Et cette toute petite tache bleue que vous voyez en face, du même bleu, c'est le rocher de Gibraltar. Et donc ces deux protubérances, on va dire ces deux reliefs importants et très discernables, parce que pas du tout de la même couleur que le reste du paysage, ont sûrement, et on peut comprendre pourquoi, été rebaptisées les colonnes d'Hercule, puisqu'elles font comme un portique, vraiment à l'entrée du détroit. On peut aussi voir là qu'il y a une espèce de dynamique un peu comme ça, là, similaire de part et d'autre, voilà, que ça forme comme un croissant. On peut voir aussi que le côté est du détroit de Gibraltar donne dans une mer qui s'appelle la mer d'Alboran. Et la mer d'Alboran tient son nom d'une toute petite île qui est au large, qu'on ne voit pas sur la carte, qui s'appelle Alboran et qui était une île de pirates au-dessus de Melilla, entre Melilla et Almeria, en plein milieu du débouché du détroit. Là, vous pouvez voir l'arc bético-rifin, donc celui que je vous évoquais, cette espèce de croissant qui s'appelle aussi la cordillère bétique. Donc là, c'est toutes les chaînes de montagnes du Rif dont je vous ai parlé précédemment, qui se continuent dans les chaînes de la montagne de Sierra Nevada et qui vont jusqu'à Almeria, etc., jusqu'à Grenade. Et donc là, ça forme un vrai mouvement tectonique qui est partagé par les deux rives du détroit.
Ce que je trouvais intéressant aussi dans l'approche géologique, c'est qu'ils ont tout un tas d'outils comme les boomers, etc., qui sont des scanners des fonds marins et qui leur permettent d'avoir des relevés, des modelés numériques de terrain et des relevés bathymétriques, c'est-à-dire de profondeur et de relief sous-marin, et voir en fait ce qui se passe sous l'eau. Ça donne aussi une perception complètement différente et très ouverte et très plastique de ce qui peut se passer au-dessus. Toujours dans cette dynamique de l'arc Betty-Corifin, j'ai rencontré Jean-Pierre Sucre grâce à une autre géologue qui s'appelle Marina Rabino. Et Marina Rabino, qui travaille à l'Ifremer, elle est spécialisée dans la crise dite de salinité messinienne. Donc grâce aux géologues, j'ai pu découvrir cette crise de salinité messinienne. Je vais y revenir dans un instant, mais en attendant, là on peut voir une carte donc, de cet arc du domaine d'Alboran, ou Betty-Corifin, avec ses montagnes caractéristiques et ce plissement géologique caractéristique, et qui appartient bel et bien aux deux faces et aux deux côtés du détroit de Gibraltar. Alors la crise de salinité du Messinien, il m'a tout d'abord été possible de le percevoir et de le comprendre parce que les géologues m'ont montré des cartes et m'ont expliqué en fait la croûte terrestre, la croûte océanique, la grande dorsale océanique que vous pouvez voir ici, et tout ce qui se passe un peu sous la mer qui nous permet d'avoir une vision plus générale de la façon dont le mouvement des plaques se fait sur la Terre. Donc quand on vide les mers de leurs eaux, on aperçoit un faciès complètement différent. Et là, vous pouvez voir le détroit de Gibraltar à cet endroit-là. Et au-delà du détroit, vous pouvez voir des gros trous, des grosses fosses qui correspondent aux endroits les plus profonds de la mer Méditerranée. Donc au large de la Sicile, vous pouvez voir une fosse au large de Marseille et du golfe du Lion, une autre près de la Grèce et une autre vers Chypre, mais on la voit pas bien. Voilà, et donc Marina Rabino, elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était que cette crise de salinité du Messinien, et elle m'a donné accès à des documents comme celui-ci. Alors, ils sont assez mystérieux pour nous les paysagistes, hein, ou quand on n'est pas habitué, parce qu'il y a plein de vocabulaire qu'on ne comprend pas, de mesures, etc. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ça permet de se figurer qu'à un moment donné, à une ère géologique particulière, le détroit s'est fermé. Donc concernant la crise de salinité du Messinien, ce qui est fou, c'est de se rendre compte, enfin ce que la géologie permet, c'est de se rendre compte que finalement le socle des paysages bouge, que les choses bougent, et que quelque chose d'aussi incongru que le bouchage du détroit de Gibraltar à cause de la baisse générale du niveau marin a fait que tout d'un coup c'est devenu un seuil qui n'était plus franchissable par l'eau, et elle s'est évaporée, et en s'évaporant se sont stockés aux points les plus bas, c'est-à-dire dans les lieux les plus profonds, des nappes de sel très épaisses, et les géologues en scannant et en sondant les profondeurs de la mer Méditerranée se sont rendus compte qu'il y avait du sel cumulé comme ça, et ils ont établi ce scénario a posteriori. Ensuite, le niveau général de la mer Méditerranée est remonté, de l'océan. Ensuite, le niveau général de l'océan Atlantique est remonté, et la Méditerranée s'est retrouvée remise en eau. Donc cet épisode qui m'a été, cette crise de salinité du Messinien qui m'a été rapportée par l'équipe de Jean-Pierre Sucre et de Marina Rabino, m'a fait prendre conscience que la géologie nous permettait d'avoir accès à des modélisations du monde qu'on ne pourrait pas imaginer ou qu'on n'aurait pas pu présager.
Donc c'est une source de recherche et de scénarios possibles. La géologie permet ce jeu entre les échelles, tout d'abord parce que elle a pour objet l'étude de la planète dans son ensemble et le mouvement des plaques tectoniques. Sur ce, je dirais, ce qui la rend, enfin ce qui lui donne cette incroyable capacité de modélisation, c'est aussi c'est les échelles sur lesquelles elle travaille, qui sont pas du tout des échelles qui nous sont communes. Et aussi le positionnement relatif qu'on peut avoir pour se modéliser ou pour se formaliser quelque chose. Si je vous montre ce planisphère réalisé par Daniel Aslanian et Jean-Louis Olivet, qui sont deux géologues de l'Ifremer, vous pouvez voir que ces différentes couleurs indiquent les différents mouvements de plaques de la Pangée qui se sont séparés de l'Afrique. Si on arrive à cette représentation aujourd'hui, et si eux ont opté pour cette représentation, ils n'en soulignent pas moins le côté relatif, dans le sens où ils ont dû faire un choix iconographique, un choix aussi de calcul, à savoir de considérer que ces mouvements bougeaient, que ces mouvements de plaques avaient lieu voilà, selon cette temporalité. Il y a la frise en dessous, donc qui permet de se référer dans le temps, mais c'est surtout qu'elles ont lieu par rapport à la plaque africaine, comme si celle-ci était immobile. Donc c'est un postulat. Donc c'est une représentation et donc c'est extrêmement relatif. Et je trouve que la géologie permet vraiment de s'imaginer, d'ouvrir l'imagination à ce type de plasticité dans la représentation. Je vous ai mis là les échelles géologiques juste pour à titre de comparaison par rapport aux échelles qu'on emploie nous en histoire ou dans des temps qui nous sont beaucoup plus proches. La petite tache rouge là, elle représente de zéro, c'est-à-dire comment dire, de Jésus-Christ, en gros, enfin de l'époque actuelle, à moins 200 millions d'années. Donc si on zoome cette période de 0 à moins 200 millions d'années, on a entre le Paléogène, le Crétacé et le Jurassique. Donc ça donne un peu une idée. Et la Pangée, elle s'est passée dans cette période rouge, qui est encore plus développée là. Qui est cette période-ci, développée un petit peu plus là. Donc voilà, donc en gros ça montre que finalement ces temporalités sont complètement différentes et nous permettent d'envisager le mouvement de la planète comme quelque chose qui advient encore sous nos pieds et autour de nous d'une manière très lente mais d'une manière très sûre, et les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, enfin voilà, quelques événements spectaculaires sont là pour nous le rappeler. Donc cette Pangée qui se passe sur la période que je vous ai dit, donc de 0 à moins 20 millions d'années, et ben c'est le mouvement des plaques donc, qui s'écartent et qui se resserrent et qui se réassemblent. Aujourd'hui, on en est à peu près à cet endroit-là. La formation de la Méditerranée a eu lieu au Crétacé. Et si on imagine une vue prospective, on peut s'imaginer que par exemple la mer Méditerranée va se refermer, parce qu'on sait aujourd'hui que la plaque africaine avance vers la plaque européenne et qu'à terme, normalement, la mer Méditerranée devrait disparaître. Ces deux illustrations sont tirées d'un article écrit dans un livre qui s'appelle Scénario 2112 par moi-même, dans un ouvrage collectif sur la fin du monde le 21-12-2012. Donc on réfléchissait à des scénarios justement pour s'imaginer qu'est-ce que ce serait le monde d'après. Le troisième élément qui nous semble
qui m'est vraiment crucial dans ma démarche, et le troisième matériau dont j'ai absolument besoin pour travailler et auquel je me réfère extrêmement souvent et qui apporte aussi tout un lot de données et comment dire, de visualisation et de possibilités, ce sont les vues satellites. Donc là, par exemple, vous pouvez voir la vue satellite de la European Space Agency, qui date de 2002, qui représente le détroit de Gibraltar. Et ce qui est étonnant sur cette vue, c'est que, bon, déjà, on voit très bien les reliefs, on voit très bien les piémonts rifins qui arrivent vers le Tangérois, dont je vous parlais. Les montagnes un petit peu plus hautes du Pays Bella. On voit très bien que Tanger est dans une zone très collinaire, mais adossée aux montagnes. Et puis que dès qu'on repart un petit peu vers le sud, ça s'aplanit. Voilà, c'est plus des plaines et des lagunes. Côté espagnol, on est à peu près sur des configurations qui ressemblent, avec du collinaire très fort et puis la cordillère Betty qui continue. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on arrive à voir des phénomènes que les pêcheurs, par exemple, m'ont relatés, mais qui sont invisibles sur le terrain, comme le mouvement de la mer, de la mer Méditerranée quand l'Atlantique rentre. Et en fait, l'Atlantique, qui est moins salé, rentre dans la Méditerranée, et elle fait un espèce de mascaret, une sorte de vague comme ça, qui se voit extrêmement bien à l'image satellite et dont on n'a absolument aucune perception, si ce n'est quand on est sur un chalutier en haute mer au milieu du détroit, et qu'on se rend compte qu'il y a ce type de mouvement de flux. Mais sinon, c'est des phénomènes qui sont invisibles à l'œil nu. L'image satellite, c'est également la possibilité d'utiliser des logiciels extrêmement simples d'utilisation, accessibles, gratuits, comme Google Maps par exemple. Là, j'ai décidé de prendre plusieurs captures en fait de la ville de Tanger. C'était en 2012. Plusieurs captures qui montrent à quel point finalement on peut voir les choses dans le détail. Les zones, par exemple, là, bon, là c'est la plage, le littoral, etc. On voit que c'est relativement préservé. Là, on est sur des zones urbaines avec la Casbah et le centre fortifié et historique de la ville de Tanger. La ville coloniale que je vous ai déjà évoquée, et puis la ville plus récente qui s'est construite autour. On peut voir à quel point c'est précis dans les détails, à la fois concernant les espaces ouverts et à la fois concernant les espaces bâtis et les routes. Donc ça donne des informations précieuses aussi sur l'occupation du territoire. Et là, dans une zone un petit peu plus éloignée du centre-ville, dans les confins de Tanger, on va dire à la limite de la ville, on peut observer près du quartier des sports, donc le nouveau stade, différents équipements qui sont en train de voir le jour, et surtout le prélotissement de morceaux entiers de quartiers de la ville qui aujourd'hui sont totalement construits. Le troisième terrain que je voulais évoquer avec vous, c'était donc celui qui se situe à la croisée des deux premiers. C'est-à-dire à la confrontation entre les modèles, on va dire, qui émergent ou qui sont issus de mes collectes et de mes glanages de terrain, et les modèles issus des sciences qui ont nourri la réflexion dans le terrain bis. Donc à la croisée de ces deux types de terrains, on va voir que finalement ce qui s'avère extrêmement utile, c'est de mélanger les différents registres, d'avoir des degrés de modélisation et d'invention très ouverts qui permettent de fabriquer des vues inédites ou de réaliser des confrontations.
Et tout ça rentre comme des éléments complémentaires dans l'exicata et la grande compilation sur le terrain tangérois. Donc le mélange de registres, il faut savoir que lorsqu'on on cherche à se fournir par exemple des fonds de cartographiques pour travailler, pour pouvoir un petit peu voir comment les choses s'organisent sur la carte, etc. On est toujours confronté au problème que les cartes ne couvrent qu'une partie partielle du territoire et qu'en général un territoire s'étend sur plusieurs cartes. Donc déjà il faut recoller les différents morceaux. Ça c'est une première opération. Et dans le cadre de Tanger, je me suis retrouvée aussi face à une réalité qui était que je n'avais pas de documents imprimables ou issus du cadastre du ministère de Rabat et du bureau de la cartographie et du cadastre, avec une carte de Tanger qui soit à jour. Il se trouve que la représentation de la ville actuellement pose problème parce qu'elle évolue tellement rapidement et elle est tellement aussi composée de quartiers informels que c'est compliqué de mettre à jour une cartographie. Donc j'ai décidé pour essayer d'obtenir une vue la plus réaliste, enfin la plus concordante avec l'étalement urbain actuel, de réaliser un recollement, c'est-à-dire de zoomer très précisément sur toutes les petites parties de la ville qui m'intéressent et de recoller intégralement toutes ces photographies, toutes ces captures de vue satellite en un seul document que j'ai mis à l'échelle de la carte IGN. Donc ça me permet d'avoir l'étalement urbain tel qu'il est aujourd'hui. Donc par exemple là il y a la Casbah, là il y a la ville coloniale comme je vous disais, et là on peut mesurer en fait l'ampleur de la ville telle qu'elle s'est développée actuellement avec un mitage par l'est et avec la présence de l'usine Renault de Meloussa dont je vous parlais et la zone plus rurale du Fars Anjala qui est donc la province qui compose une partie de la métropole tangéroise. Voilà, donc là on est typiquement sur la confrontation de deux morceaux recollés, de deux collages qui vont permettre de soutirer une troisième vue. Ces différents degrés de modélisation conduisent à inventer aussi des situations. Par exemple, là, cette carte du vivant est issue d'un montage cartographique un petit peu comme celui que je vous évoquais auparavant, sur lequel je suis venue dessiner les espaces ouverts et les différents types, les différentes qualités d'espaces ouverts qui étaient existants dans la ville de Tanger. Donc on voit des espaces littoraux de falaises, on devine des masses boisées et des grandes parties plus forestières. Là, à l'est, de façon plus ténue, mais à l'ouest, sur le grand massif du Cap Spartel. Et puis, à l'intérieur de la ville, tout ce qui est absent de représentation, c'est les espaces bâtis. Et on peut voir que la ville s'étale sur du parcellaire agricole. Du parcellaire agricole et au-delà des prairies. Et un mélange des deux. Donc voilà, ça c'est typiquement une carte qui nous précise bien cet état des lieux. L'autre carte qui est issue de ce faisceau et de ces croisements, c'est la carte des paysages du détroit de Gibraltar. Là, on peut observer donc, les deux rives du détroit, les massifs montagneux, qu'on devinait bien sur la carte, sur la vue satellitaire dont je vous ai parlé précédemment. Les barrages qui sont en bleu et des zones de grande culture qu'on voit côté espagnol, avec des champs irrigués sur des très grandes surfaces et un quadrillage assez programmatique,
Alors que côté tangérois, on voit qu'on est sur de la toute petite parcelle agricole extrêmement diffuse dans le paysage et qu'on est sur un paysage, on va dire, moins planifié. L'autre carte qui a été réalisée est issue du croisement des données hypsométriques, donc des courbes de niveau d'altitude relevées sur la carte au 1,25 millième, confrontées avec les courbes de la carte marine qui sert à naviguer dans le détroit de Gibraltar. En résulte un modèle qui présente les caractéristiques de l'érosion éolienne sur une partie de la carte, donc qui est la partie émergée, on va dire, et la partie immergée, une érosion aquatique. J'ai décidé d'appeler cette carte le rêve des brûleurs, et la série de travaux qu'elle a inaugurée, notamment la maquette, puisque cette modélisation vide littéralement le détroit de Gibraltar de son eau. Et on peut s'imaginer que si le détroit de Gibraltar était vidé de son eau, il serait franchissable à pied. Et la distance qui sépare le nord du Maroc et le sud de l'Espagne est de 13 km. Donc c'est largement faisable à pied. Et on appelle les migrants qui veulent quitter l'Afrique, notamment les Marocains, des brûleurs, parce qu'en fait ils brûlent leur papier d'identité pour pouvoir laisser leur identité derrière eux et passer et construire une nouvelle vie ailleurs. Donc si on imaginait qu'ils puissent passer à pied, ça pourrait être une sorte de seuil qui deviendrait tout d'un coup beaucoup plus franchissable pour les brûleurs. Un autre type de confrontation peut apparaître aussi, qui n'est pas de l'ordre cartographique, mais de l'ordre du fragment. Donc là, on a une composition à partir d'une plante qui s'appelle le gonfocarpe à fruits gonflés, Asclepias physocarpa, et des ailes du papillon Danaus plexippus dont je vous parlais précédemment. La confrontation entre cette plante et le papillon naît du fait que l'Asclepias physocarpa est une plante hôtesse de la larve du Danaus plexippus, du papillon monarque, du papillon migrateur. Et la larve du Danaus plexippus grandit sur les Asclepiadaceae, mais notamment sur celle-ci, très présente dans le détroit. C'est une plante de bord d'autoroute assez commune. Et le papillon, donc, la larve du papillon grandit sur cette plante, et la sève de cette plante est toxique. Donc la larve devient toxique à son tour puisqu'elle se nourrit de cette sève. Et lorsque le papillon éclot, il porte encore cette toxicité. Et l'histoire qui émerge de tout ça, c'est que les autres papillons, parfois, prennent la couleur ou essayent d'imiter le Danaus plexippus, le papillon grand monarque, pour pouvoir échapper à leurs prédateurs, pour pouvoir se déguiser en papillon toxique. Tout ça à cause de la larve et de sa plante hôtesse. Voilà, pour terminer, je voulais vous montrer ce dessin, cette vue qui a été réalisée à partir d'une modélisation 3D de Roger Pibernati. Donc là, vous pouvez voir qu'on est encore sur la vue sur le détroit de Gibraltar, prise d'un petit peu plus haut. Le voici. Là, nous avons la chaîne du Rif. Là, nous avons la Sierra Nevada et le fameux croissant dont je vous parlais. Et ça représente l'épisode messinien, c'est-à-dire de la mer Méditerranée vidée de son eau, en train de se re-remplir. Donc voilà, ça permet
d'avoir une vue comme ça, de s'imaginer les choses, de pouvoir s'imaginer les paysages complètement différents. Donc finalement, cette compilation et ces différents niveaux de fragments récoltés dans ces 3 sources de terrains principaux, ça conduit à la mise en atlas ou la mise sous presse de toutes ces informations, ou à l'exicata qu'elle crée, et à cette sorte de grande compilation qui permettrait de faire émerger un paysage, et de voir quelles sont les grandes lignes en fait du paysage du détroit de Gibraltar. Donc du coup, j'ai cherché à présenter, visuel à l'appui, les sources de matériaux sur lesquels je me fonde pour cartographier les paysages de mon étude, et en quoi ces glanages de degrés divers constituent cette manne d'informations de sources directes ou de première main que je vous évoquais, qui est vraiment cruciale. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est de plus en plus rare d'obtenir des sources de première main et d'avoir des informations directes, notamment sur la conduite du vivant par exemple, ou la connaissance des végétaux, la connaissance des plantes sauvages, ou des savoir-faire liés à la terre, au travail de la cueillette, etc. Donc se confronter au terrain, c'est se permettre d'avoir accès à cette manne d'informations cruciales pour le déchiffrement du paysage. Voilà, et ce contact avec le terrain est vraiment nécessaire, et crée une source d'information ainsi que le terrain bis. Les trois cumulés constituent une source d'information et de connaissances qui sont réellement indissociables de l'enquête et de l'instrumentalisation qui la sous-tend. Donc finalement, tout ça, ça constitue une science, on pourrait dire, par éclairage successif ou par affleurement successif, et non pas une science comment dire, verticale, ou de l'enseignement dogmatique. Les sciences du paysage feraient partie, dans cette acception, de cette famille de sciences que Philippe Descola appelle des sciences péripathétiques, c'est-à-dire qui se contentent d'aborder les choses par le bord, par l'autour, et par le saut d'un registre à l'autre, plus que par un enseignement vertical. Voilà, cette horizontalité semble absolument cruciale dans la façon de à la fois percevoir les paysages, à la fois les collecter, et à la fois s'en saisir pour pouvoir les restituer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce balayage de matériaux et comment dire, au plus près du terrain et du côté de l'enquête et de l'instrumentation a été riche pour vous, et que je vous ai fait découvrir une partie du paysage tangérois, et je vous remercie pour votre écoute.